Bonsoir à tous. On va parler de Entrepreneurial Mindset, Pure of Work, Digital Management et Leadership dans le sens politique. C'est assez spécial et ça m'a beaucoup plu. Donc je vous propose qu'on regarde ça ensemble, on présente ça et vous me dites peut-être que je ferai des vidéos plus particulièrement sur certains des cours si ça semble pertinent ou pas. Mais voilà, c'est parti et j'espère que ça vous plaira. Je me rappelle plus trop. Non, je rigole. J'ai bien aimé, mais allons-y. Alors, tout d'abord, on va parler de Entrepreneurial Mindset. Dans ce cadre-là, on parle de comment monter sa boîte et pas forcément de la rendre rentable, mais de sortir avec de la liquidité, en gros. C'est assez énorme comme vision des choses, mais c'est que, en gros, je vais vous présenter dans ce cours-ci, on vous présente comment créer un business de zéro à partir de problématiques, comme je le montre sur le schéma ici. Ici, on vous montre en gros les grosses étapes qu'il faut mettre en place pour avoir à la fin un business et en créer une entreprise. Et si possible, une start-up. Parce qu'au final, c'est ce qu'ils expliquaient dans ce cours, lorsque l'on crée une start-up, elle n'est pas forcément rentable au début, mais le but c'est de lui donner un certain potentiel en termes de valeur à la revente. Ce que nous a officiellement expliqué les profs lors de ce cours, c'est que une entreprise qui se vend bien n'est pas forcément rentable et peut même être en déficit. On le voit par exemple avec l'achat de WhatsApp à plus de 20 millions, 20 milliards, je ne me rappelle plus, d'euros, il y a je ne sais plus combien de temps par Facebook, alors qu'au final WhatsApp ne produisait rien en termes d'argent, donc n'était pas rentable ou était peut-être même déficitaire. Mais le potentiel qu'il y avait derrière en termes d'utilisation, en termes de génération de business était assez exceptionnel, hein, sachant qu'en effet, on parle de beaucoup de données qui sont transférées entre différentes personnes et c'est un autre moyen de communication. Et donc c'est pour ça que ça a été aussi bien vendu et c'est ce qu'a essayé de nous inculquer les profs lors de cette présentation de ce cours Entrepreneurial Mindset, à savoir quel mindset, donc dans quel état d'esprit il faut créer sa boîte. Donc, moi, ce que j'en ai compris, c'est qu'il faut que au mieux, ce soit une start-up, pas une entreprise familiale ou de papa qui débite de l'argent, mais qui est tout en somme un business non original, conventionnel, je dis une bêtise, comme un boucher, un tabac ou ce genre de choses. Ce cours ne s'adressait pas à ce type de business ou d'entreprise, mais plus à des entreprises qui peuvent être scalable et donc en somme potentiellement une start-up. Pourquoi scalable? Ça veut dire que l'implémentation d'un business à un endroit peut être facilement duplicable et qui peut facilement se déployer assez rapidement partout sans forcément mettre beaucoup de frais dedans. Et on pense au digital, comme je vous expliquais par exemple avec WhatsApp, ou Airbnb, ou Facebook, ou Uber. Au final, il n'y a pas beaucoup de services à mettre en œuvre, mais ça peut être utilisé partout dans le monde au final. Le système, le business plan qui est mis en avant, le business model, peut être appliqué partout. Et j'avoue que ça a été assez énorme. Donc ils ont présenté donc, ces différentes étapes. Donc déjà trouver un problème, définir l'asset qu'il faut pour résoudre ce problème, la traction, je ne me rappelle plus, qui sait quel genre de personnes on peut attirer, segmentation, donc en sachant quel type de personnes on peut attirer, se concentrer spécifiquement sur un type de client potentiel, femme, homme, telle région du globe, tel pays, et j'en passe, âge et autres. Regardez la compétition qui est en place, à savoir s'il y a déjà quelque chose qui est en place, quelle solution on propose, et quel job to be done doit être fait. En gros, c'est ça. Hein. C'est quand on crée une entreprise, il faut se poser la question à savoir c'est quoi le job to be done. Quel travail doit être fait qui n'est pas accompli actuellement et qui serait intéressant qu'il soit accompli pour les potentiels utilisateurs comme Uber ou avant on avait les taxis, sauf que c'était trop cher. Donc il y avait un manque quelque part comme quoi on pouvait proposer quelque chose de mieux et beaucoup moins cher pour les utilisateurs comme pour Airbnb. Donc regardez la compétition, se différencier et proposer une valeur supplémentaire, comme l'a fait avec Uber, avec des prix beaucoup moins chers, comme le fait que Airbnb, qui est beaucoup moins cher que les hôtels, avec une expérience de vie différente.
WhatsApp qui proposait une alternative, par exemple, de communication, au lieu de passer par des forfaits qui coûtaient très cher, qui au final, quand on paye un forfait de 40 euros, qui nous dit qu'au final on dépense bien ces 40 euros, c'est une bêtise. Et ben avec WhatsApp, on utilise juste la connexion Internet et on paye ce qu'on consomme, plus ou moins, j'ai envie de dire. Donc après, définir les revenus, les coûts pour générer ces revenus, pour proposer cette valeur. PL, je ne me rappelle plus trop. Je vais vous dire clairement, je ne me rappelle plus trop. Les différentes milestones pour implémenter ça et faire un plan de financement, on appelle ça dans ces cas-là un business plan. Avec à la fin un retour sur investissement, savoir si c'est rentable ou pas de mettre en place cette entreprise. Il y a un gros point qui a été mis sur le business plan, à savoir que généralement les business plans qu'on propose, alors un business plan c'est une projection dans le futur de l'entreprise, à savoir par rapport au nombre de clients qu'on peut attirer, au coût que ça génère pour attirer ces clients et pour produire de la valeur ajoutée, à la vente de cette valeur ajoutée, donc faire une projection de ces trois composantes dans le futur, à savoir, première année, on va faire tant de chiffre d'affaires, ça va nous coûter tant. Seconde année, on va avoir encore plus de personnes qui vont utiliser nos produits, donc on va faire plus de chiffre d'affaires, ça coûtera peut-être un peu plus, mais on verra la projection. Et le but, c'est que généralement, dans un business plan, c'est montrer que c'est rentable. Et ce qu'ils nous ont appris les professeurs, c'est que généralement, un business plan est totalement faux. Et il vaut mieux être pessimiste sur un business plan, montrer des valeurs concrètes, donc aller sur le terrain. Pour mieux vendre au final un projet d'entreprise, il faut absolument de savoir de quoi on parle. Et pour ceci, ça ils nous l'ont bien vendu, c'est aller sur le terrain, voir comment ça se passe, voir ce que pense l'utilisateur. Donc c'est d'avoir un storytelling, quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment ils appelaient ça. J'ai plus les mots, mais il faudrait que je regarde. Si on regardera en détail ce sujet-là, je regarderai plus en détail. Mais là, j'essaie vite fait de vous faire un petit résumé sur ce qu'était ce cours, qui était très inspirant. Il était très folklorique, parce que ça partait un peu dans tous les sens, mais le but, c'est d'être vendeur, c'est d'avoir un processus bien clair pour définir l'entreprise et être vendeur sur la vente de son projet, d'entreprise. Parce que derrière, quand on fait ce genre d'exercice, quand on a trouvé une entreprise, un business model qui peut être rentable, on parle d'un plan de financement justement pour pouvoir le lancer. Et généralement, même après l'avoir lancé, on demande souvent des fonds. Une fois qu'on a commencé à le lancer, qu'on essaie de grossir, qu'on a besoin d'argent, on demande des nouveaux fonds, et peut-être encore même après. Et c'est un peu ça, ce qu'a essayé d'expliquer les professeurs lors de ce cours-là, c'est-à-dire que, en effet, pour créer une boîte, il faut peut-être un minimum d'argent pour pouvoir tester, ou même tester avec votre propre argent. On a vu des témoignages qui montraient qu'ils ont fait avec leur propre économie, et une fois qu'ils ont vu que ça pouvait marcher, ils faisaient une présentation de leur business model, comme il y a eu des émissions sur M6, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voulez-vous être mon entrepreneur ou mon investisseur, mon business angel? Bref, une fois qu'on a vu que ça marchait, qu'on a une vision très claire du business qu'on propose, c'est demander des plans de financement, des aides financières pour faire développer cette activité-là. Et c'est pour ça que le business model est hyper important, et c'est pour ça que c'est important de savoir de quoi on parle. Et donc, dans cette première étape, j'ai envie de dire, généralement, soit on fait appel à une banque, mais la banque, ce qu'elle veut, c'est absolument revenir sur son argent, gagner des intérêts, c'est tout ce qu'elle intéresse. Donc au final, votre projet ne va pas forcément l'intéresser, et donc c'est pas forcément la meilleure offre. Et quel autre choix on a dans ces cas-là, c'est de se tourner vers les business angels, qui eux, au final, sont un peu des parieurs. C'est un peu des parieurs dans le sens de ce que j'ai appris, ce cours-là, de ce que j'ai retenu, c'est que, en gros, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent à donner, c'est vraiment de l'argent à donner, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à vous donner de l'argent, à rentrer dans le capital de l'entreprise, moyennant un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Moyennant un chiffre d'affaires. Alors généralement, il faut savoir que les business angels ne sont pas forcément rentables. La plupart des boîtes ou des startups dans lesquelles ils investissent n'y gagnent rien. Il y a peut-être sur 5% des boîtes sur lesquelles ils investissent, ils y gagnent quelque chose. Par contre, quand ils gagnent quelque chose, généralement sur les startups, là, ça fait très mal. Si on regarde Amazon, si on regarde Facebook, les premiers qui ont investi au début pour les aider à financer leur projet, vous voyez ce que ça donne maintenant. Mais combien de boîtes ont eu ce parcours-là, c'est pas évident à dire. Donc c'est pour ça que je parle de parier. Mais il y a beaucoup de gens qui sont prêts à parier, à vous suivre dans votre projet et même à vous conseiller. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé de très intéressant, à savoir que au final, c'est vraiment une gestion d'entreprise par la suite.
c'est que lorsque vous lancez votre projet d'entreprise, vous avez un capital, vous mettez vos propres fonds, et si vous avez besoin de plus d'argent, on peut vous prêter par exemple, je ne dis pas une bêtise, 100 000, mais 10% de l'entreprise leur appartient par la suite, donc du chiffre d'affaires et autre chose. Je ne sais plus où j'en ai. Mais aussi, ce qui peut se passer, c'est que de cette manière-là, ces investisseurs qui viennent vous aider, qui viennent prendre des parts de votre entreprise, peut également vous conseiller. Donc vous avez tout intérêt à trouver des investisseurs qui s'y connaissent dans le business que vous voulez lancer pour avoir une sorte de board, de comité qui sera là pour vous conseiller sur quelle direction à prendre, quel choix à faire, quelle décision tout simplement pour votre entreprise. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que on peut aussi être tout simplement advisor, donc conseiller de start-up sans forcément rentrer dans le capital aussi, juste parce que vous avez l'expertise et que certains ont besoin d'aide. Et puis voilà. Donc ça, c'est la première étape de financement. Une fois que vous commencez à grossir, il arrive souvent que même malgré cet apport d'argent, vous ne soyez pas rentable, que même votre entreprise soit en chute libre. Mais si les investisseurs ou même les investisseurs, les business angels voient que, et là on va parler d'equity, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est pareil, c'est prendre des parts de l'entreprise en donnant beaucoup d'argent, donc en souvent des fonds. Vous pouvez faire une seconde levée de fonds, voire une troisième, voire une quatrième, si au final votre entreprise a un gros potentiel et qu'elle est scalable dans le sens où au final elle puisse s'implémenter facilement dans le globe, dans différents pays, de manière internationale, sans forcément amener beaucoup de coûts. Et je reprends l'exemple de WhatsApp, où en termes de coûts, c'est ultra ridicule. Une fois que ça a commencé à marcher dans un pays, on peut l'exporter facilement dans un autre, voire dans le monde entier. Et donc c'est vraiment cette notion de potentiel qui va être jugée dans les prochaines étapes de levée de fonds. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à lever des fonds de plus de 10 millions, 100 millions. Et à savoir, c'est l'information que j'ai surtout retenue lors de ce cours-là, c'est que suite au Covid, beaucoup d'activités ont été mises à l'arrêt, tous les processus se sont arrêtés et il y a énormément de fonds à disposition pour des entreprises à fort potentiel de scalabilité, donc de génération de revenus, de génération de données importantes pour le commerce, pour le business. Et que si vous avez vraiment une idée intéressante, que vous avez une idée solide, que vous savez de quoi vous parlez et que vous ne partez pas seul, c'est hyper important. Autre chose comme on a parlé, je vous dirai juste après, et vous pouvez facilement avoir de l'argent. Vous pouvez facilement avoir de l'argent et beaucoup d'argent sur votre business si vous voulez si vous voulez développer à l'international à plus grande échelle. Et j'en reviens sur le critère mandatory, obligatoire pour se lancer dans ce type de démarche, c'est qu'il ne faut pas partir seul. En gros, les investisseurs et même les business angels, ils peuvent trouver votre idée intéressante, avec du potentiel, voir que vous connaissez de quoi vous parlez, mais ils vont surtout regarder l'équipe qui va s'occuper de monter ce projet-là. C'est hyper important en fait. Si vous faites un projet dans la digitalisation et que au final vous êtes je dis une bêtise, mais vous êtes un pêcheur qui est juste passionné de digitalisation et que vous êtes seul, déjà vous êtes seul, ça marche pas. Il faut au moins deux. À deux, déjà, ça limite beaucoup plus les risques que la boîte se casse la gueule, parce que si jamais vous avez un problème, si vous êtes seul et que vous avez un problème, c'est fini. Alors qu'à deux, c'est déjà beaucoup plus sûr. Il faut mettre à deux, et il faut que vous soyez complémentaires et que votre profil corresponde à ce que vous voulez mettre en place. Donc si vous êtes pêcheur et que vous voulez faire un site web innovant, digital par exemple, ça va être dur de convaincre. Et même si vous êtes deux pêcheurs. Par contre, si au final il y en a un qui est spécialiste marketing dans la création de communication et de pubs sur internet, et qu'il y a un autre, il est ingénieur informaticien, et là ça passera beaucoup mieux si vous voulez justement lancer un nouveau produit innovant de plateforme digitale sur internet, tout simplement. Donc moi c'est vraiment ça ce que j'ai retenu. Très important, ce n'est pas le chiffre d'affaires de votre entreprise, de votre petit bébé, de votre start-up, c'est le potentiel qu'il y a derrière. Potentiel d'utilisation et d'expansion à un large public assez facilement, ainsi que l'équipe qui va s'occuper de ça. Parce que tout va reposer sur l'équipe. Si l'équipe n'a pas les reins solides, si elle n'est pas experte, si elle n'est pas ultra motivée, ça ne marchera pas. Même si vous avez la meilleure idée, vous avez facilement le temps de vous casser la gueule. Et voilà. Et donc, bien sûr, on nous apprend dans le cours comment vendre rapidement en 5 minutes un projet hyper innovant avec des
des sortes de phrases clés pour appâter les gens, pour qu'ils commencent à vous écouter et dérouler un, un speech ultra fluide basé sur ce Canva, comme je vous le présente ici. Basé sur ce Canva. Et si vous savez bien y faire, vous avez de fortes chances que votre projet soit retenu. Et si vous montrez que vous avez une belle équipe, il n'y aura pas de problème pour avoir de l'argent, pour faire le projet qui vous passionne, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Et hyper important, il faut savoir que l'entreprise que vous mettez en place, ce projet d'entreprise, ce ne sera pas le vôtre, ce ne sera pas votre bébé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra accepter de le vendre. Et c'est ce qui se passe souvent. C'est-à-dire après 3, 4, 5 ans, c'est accepter que si quelqu'un vous propose de l'acheter et de le revendre et de passer à autre chose. Voilà ce que j'ai retenu de ce cours, qui était hyper passionnant. Il s'est fait en 2 jours. J'ai beaucoup aimé. Donc si vous voulez en savoir plus, je me renseignerai plus parce que c'est dur de tout assimiler en 2 jours. Et à en parler un peu plus en détail. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, autre thème qui a été abordé pendant cette semaine d'Executive MBA, ça a été Future of Work. Et là, Future of Work, c'est pas la même. Future of Work, en fait, c'était plus une matière basée sur l'aspect RH, l'aspect ressources humaines. À savoir que le monde évolue, les métiers évoluent, comme on peut le voir ici, avec tout ce qui est automatisation, robotisation, intelligence artificielle. Tout ce genre de choses, toutes ces innovations amènent justement à ce que le talent des ressources demandées ou même formées change et s'adapte au marché du travail. Et dans ce cadre-là, en gros, c'est ce que ce cours highlight, j'ai envie de dire, mentionne que même au niveau RH, il faut savoir s'adapter, proposer des talents qui se démarquent des autres pour assurer une valeur ajoutée dans l'entreprise et assurer le changement économique qui se passe actuellement, avec la digitalisation par exemple, tout ce genre de choses. En gros, c'était plus un cours quand même de management ou de leadership. J'ai pas forcément apprécié. En gros, ce qu'on peut retenir, c'est ces différents bullet points. Voilà. Comme j'ai dit, du fait que le monde change, intelligence artificielle, robotique, giga économie, globalisation, comment les entreprises peuvent se préparer à ce changement et s'adapter, et justement que les ressources humaines s'adaptent aux besoins de l'entreprise et pas qu'elles restent sur du conventionnel, sur les mêmes types de profils qu'il y avait 10 ans, ce qui ne marche plus maintenant. Comprendre les différentes tendances, les opportunités qu'il peut y avoir et aussi les menaces. Au final, rien de nouveau par rapport à d'autres projets, d'autres matières de business, j'ai envie de dire, et de leadership. Et comprendre ce qui attire les nouveaux talents aussi actuellement, donc c'est comprendre les employés, les futurs employés, c'est assez important. Et ce qu'elle a voulu, non, je sais pas dire. Et ce que le prof a voulu mentionner absolument dans ce cadre-là, c'est aussi introduire peut-être, et c'est pour ça que je parlais de leadership ou de management, introduire peut-être une nouvelle façon de penser pour avoir un environnement plus agréable pour tout le monde, pour travailler ensemble et de manière collaborative pour l'objectif de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on parle à un moment donné d'avoir un mindset agile. Moi, ce que j'ai pas apprécié là-dedans, c'est qu'au final, on a commencé à faire des cours de gestion de projet sur la méthode Scrum. Et ça m'a pas plu du tout. Je peux comprendre cette histoire de mindset, d'état d'esprit, d'être agile, de pas forcément faire du management top-down, c'est-à-dire que c'est au-dessus qui décide et pas en dessous. En dessous, ils n'ont rien proposé, ils ont qu'à agir. Je comprends que ça, c'est tout à fait révolu. Mais là, ça allait un peu trop loin dans ce sens-là, en prenant l'exemple de la méthodologie Scrum, que j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, qui pour moi était une tendance à un moment donné, mais ne marche pas partout. Et quand je vois quelqu'un de RH commence à me faire des cours de gestion de projet Scrum sur quelque chose qui n'est pas forcément tendance et qui ne marche pas partout, ouais, je savais là. J'ai pas manqué de le dire. J'ai pas été violent, mais j'ai quand même dit clairement que moi ça me choquait. Et j'ai clairement dit que ça me choquait. Et ils sont même allés plus loin dans ces démarches-là, de savoir qu'il y a quelque chose qu'elle a mis en avant. En effet, il y avait des études qui ont montré que
faire marcher les employés par l'appât du gain, c'est-à-dire si vous travaillez bien, les mettre en compétition et celui qui travaille le mieux, il aura une prime, ça marche à temps sur le court terme, mais sur le long terme, ça ne marche plus. Ce qui marche bien, au final, c'est pas faire fonctionner les gens par l'appât du gain, mais les faire travailler en fonction de ce qu'ils aiment, vraiment, de ce qui leur plaît. Est-ce que ça a un sens dans leur vie de faire ce travail? Si ça a un sens, si vous leur donnez un sens, eh ben, ils vont mieux travailler que s'ils étaient juste appâtés par de l'argent, clairement. Je suis d'accord aussi, sauf que l'exemple qui nous a été montré dans ce cours, c'était pas vraiment ça, et même la manière dont a été noté ce cours, c'est pas ça du tout non plus. Donc il y a beaucoup de contradictions, je l'ai pas aimé ce cours. Sincèrement, je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé. Ils ont même parlé d'holacratie. Ouais, c'est ça, holacratie. Holacratie, c'est une méthode d'organisation d'entreprise, j'ai envie de dire, où au final, on crée des cercles dans l'entreprise et ces cercles ont un objectif. Et chacun qui se trouve dans ce cercle avec cet objectif décide ce qu'il veut faire. Il n'y a pas de chef, il n'y a plus rien. Tout le monde décide ce qu'il veut faire et les gens ils travaillent comme ça. Il y a un exemple qui existe, qui a marché, qui est aux États-Unis, au Mexique, je sais plus, c'est Zippo, l'entreprise Zippo de vêtements, de textiles, si je ne dis pas de bêtises, qui a hyper bien marché. C'était le CEO qui avait mis ça en place, sauf que dès que le CEO est parti, ou il a arrêté, je ne sais plus ce qui lui est arrivé, bah ça s'est cassé la gueule, ça n'a plus marché. Et en effet, j'ai vu des articles là-dessus dans le passé, parce que dans l'un de mes clients, on avait essayé de me parler de ça, de mettre ça en place. Non, ça marche bien 2 secondes, mais ça marche pas. Ça marche pas du tout, ça marche pas du tout, c'est plus le chaos qu'autre chose, c'est plus... je sais pas comment on appelle ça, ouais, c'est plus le chaos. Ça mène plus le chaos qu'autre chose, donc c'est mieux de garder une structure ordonnée. Laisser de la marge de main-d'œuvre, en effet, aux employés, aux managers, à n'importe qui, aux équipes pour travailler sur ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont plus envie, mais toujours garder une directive et une certaine organisation. Pas du top-down, c'est sûr, mais pas peace, je fais ce que je veux, là je vais me coucher, demain je vais à la pêche, puis ce soir je travaillerai et puis je vous dirai ce que j'ai fait. Par contre, si ça me plaît pas, j'arrête. Non mais j'ai caricature beaucoup, mais au final, on en arrive là, quoi. On peut facilement en arriver là. Voilà, Future of Work. Pas plus? Bah ouais. Pas plus, et développe self-managing team leader skill set. Voilà. Donc en gros, pour moi, ce cours n'amène rien. Le message que j'en ai retenu, c'est que au final, pour des besoins spécifiques à l'entreprise, les directeurs, managers doivent rester en lien avec les ressources humaines pour s'assurer qu'ils soient alignés sur les besoins qu'ils ont, sur les besoins nécessaires, tout simplement, et pas laisser le RH d'à côté comme une équipe support qui doit juste répondre aux besoins de l'équipe de production, ceux qui ramènent de l'argent. Non, c'est vraiment un partenariat, il faut vraiment qu'ils soient alignés, c'est ce que j'ai vu moi aussi en entreprise, et c'est hyper important en effet de les mettre dans la boucle, qu'ils comprennent ce qu'on attend d'eux, et qu'eux aussi soient formés, adaptés aux nouveaux skills, parce que parler à un RH de digitalisation alors qu'il a une formation RH ressources humaines qui a eu à 15 ans, bah, ça va pas lui parler, il va pas comprendre. C'est un peu ça l'idée. Plutôt pas mal. Moi, je suis OK. Mais il n'y a pas plus à dire, on a passé un jour. Et voilà. Ensuite, le troisième cours que j'ai eu cette semaine-là, qui est plutôt mon domaine, c'était le digital management. Ouais, digital management. Alors là, c'était un cours en effet sur comment implémenter la digitalisation dans une entreprise, en passant de l'historique, l'arrivée d'Internet, l'arrivée du haut débit, l'arrivée des applications mobiles, l'arrivée des plateformes qui sont devenues on appelle ça des channels. Les plateformes sont devenues des channels. Facebook, c'est un channel de communication. Et grâce à tous ces outils qui sont maintenant à la disposition en termes d'innovation sur le marché pour les entreprises, donc les plateformes de réseaux sociaux, les sites internet, c'est ce que je montre à peu près ici. J'aimerais bien montrer un peu plus gros. L'intelligence artificielle, la blockchain et les fonctionnalités logicielles de software. Donc ce cours nous apprend
comment utiliser ces outils pour faire grandir son entreprise et la faire évoluer et ramener plus de revenus. Clairement, c'était le thème. Alors là, on n'a eu qu'un cours cette semaine-là, mais on a eu beaucoup de cours à distance, on a eu beaucoup de devoirs. Et donc, résumer ce sujet en aussi peu de temps, c'est assez compliqué. Moi, au final, c'est mon domaine, j'ai envie de dire. La digitalisation, tout ce qui est automatisation, IT, j'ai beaucoup travaillé déjà dans ce domaine-là, même pour la création de ma propre entreprise, pour justement attirer un maximum de clients sur mon site internet. J'ai dû me mettre sur les plateformes, j'ai dû faire du marketing. Et c'est un peu ce que je représente ici. Et on avait deux types de devoirs, deux cas, voire trois. Devoirs, on avait des études de cas et pour essayer d'expliquer comment Unilever, je ne sais pas si vous connaissez, Unilever, c'est une boîte anglaise qui produit des biens de consommation, comme de la nourriture et même maintenant des produits cosmétiques. Et il faut savoir que dans les années 1980-90, ils n'étaient pas forcément mondiaux, mais ils ont réussi à se développer assez rapidement. Non, Unilever, c'est désolé, je me trompe. C'était Future of Work. Là, c'était Hummel. Voilà, Hummel. Hummel, c'est une marque de vêtements sportifs qui passaient pas directement, qui vendent pas directement qui vendaient pas directement leurs produits aux clients, mais qui passaient par des enseignes, par des boutiques pour vendre leurs vêtements aux clients. Donc ils vendaient leurs vêtements aux boutiques, aux différentes entreprises, je sais pas, la Galerie Lafayette, ce genre de choses, et c'est Galerie Lafayette qui les vendait. Donc ils avaient un mode de business model en B2B, business to business, donc d'entreprise à entreprise. Et avec la digitalisation, ils ont mis quelque chose en place de très très beau. Ils ont commencé à se mettre sur tous les réseaux sociaux, ils ont commencé à créer des plateformes d'échange. Le problème, c'est que vu qu'ils avaient des unités un peu à droite à gauche, le message de la marque n'était pas clair et n'était pas consistant entre les différentes régions et entre les différents channels. Donc il a fallu harmoniser tout ça. Donc ils nous ont montré une étude de cas de comment ils ont harmonisé tout ça, comment ils l'ont implémenté à l'échelle mondiale de l'entreprise, quelles ressources ils ont dû mettre en œuvre, quelles réorganisations ils ont dû mettre en œuvre, quels outils digitaux ils ont dû mettre en place pour que cela fonctionne et que ça leur apporte du chiffre d'affaires. Comment ils ont pu réussir à toucher les clients directement et comment ils ont continué à développer leur chiffre d'affaires, leurs revenus à travers les boutiques, donc les petites entreprises, ce genre de choses. Donc c'était très intéressant. Donc l'idée, c'était que les devoirs qu'on avait à faire, on a fait ça en groupe, et le dernier c'était celui-ci, où on devait faire la même chose, choisir l'entreprise, soit la nôtre, soit celle de quelqu'un du groupe, et proposer une digitalisation, une implémentation digitale dans l'entreprise, justement pour favoriser l'augmentation du chiffre d'affaires, favoriser les revenus de l'entreprise à travers la digitalisation. Donc c'est pour ça quand vous entendez beaucoup de parler de digitalisation, c'est clairement ça. Digitalisation, ce n'est pas de l'IT, ce n'est pas du marketing. En fait, c'est un mélange des deux. En gros, il y aura toujours un expert IT qui va s'occuper de tout ce qui est mise sur réseau, les serveurs, l'infrastructure. Il y aura toujours la partie marketing qui va s'occuper de la communication, de faire de la publicité. Par contre, il faut quelque chose de commun qui va joindre les deux pour mettre tout ça de manière numérique sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur de la blockchain par exemple. Et ça, c'est le rôle c'est ce qu'on appelle de la digitalisation, et c'est le rôle d'un digital manager par exemple. Et ça, c'est clairement notre résultat de notre cas d'étude de la digitalisation d'une start-up, on s'en fout un peu. Et là, je montre tout ce qu'on a pensé implémenter dans cette entreprise pour la rendre plus attractive au niveau des clients et générer du chiffre d'affaires. À savoir, on part d'en haut avec des potentiels clients qui sont des clients froids. On appelle ça des clients froids. Un client froid, au final, c'est un client qui
qui ne connaît pas, qui pourrait acheter chez vous, mais qui ne vous connaît pas, ou qui ne connaît pas votre produit, ou qui n'est pas forcément intéressé pour le moment parce qu'il ne connaît pas votre produit. Donc on appelle ça des clients froids, qui sont très chers à attirer. Ils sont très très chers à attirer parce qu'ils ne vous connaissent pas, il faut vous faire connaître et tout ça. Donc le meilleur moyen d'y arriver, au final, avant on avait l'aspect traditionnel qui était de passer à faire des pubs dans les journaux ou sur la télé. Maintenant, avec la digitalisation, on peut passer par les plateformes sociales. Et donc, on retrouve LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon salon de coiffure. Au final, j'avais créé un site internet pour ramener des clients pour qu'ils puissent nous connaître. Et je m'étais dit, c'est bien, ok, j'ai fait un site internet, mais comment je fais pour que les gens y viennent? Alors après, on dit, oui, il faut que vous soyez visible dans les moteurs de recherche. Donc, il faut que vous fassiez... vous mettiez des mots-clés dans la description de votre site web, et patati, patata, mais c'est hyper compliqué, c'est un travail à part entière. Il y en a, ils vous facturent des milliers juste pour ça, et quel résultat vous avez? Pas grand-chose, quoi. Et je me suis dit, au final, peut-être l'idée, c'est de passer par les réseaux sociaux. Je me suis mis sur toutes les plateformes, j'ai créé des comptes spécifiques professionnels pour mon entreprise, pour pouvoir les attirer sur mon site internet. Parce qu'au final, je crois que c'était en 2015-2014, je m'étais rendu compte que c'était une étude, je m'étais pas rendu compte, je m'étais renseigné sur internet, qu'au final, plus de 70% des personnes passent du temps sur les réseaux sociaux. Donc ils ne passent pas du temps sur internet tout court, à travers les moteurs de recherche ou aller sur des sites spécifiques. Soit 70% du temps des utilisateurs d'internet sont sur les réseaux sociaux au final. Ils sont même plus... c'est devenu has-been les sites internet plus ou moins. C'est devenu has-been, mais bon, moi c'est personnalisable, ça représente votre entreprise. Ça représente votre entreprise. Et je pense que c'est même plus maintenant. Je n'ai pas les chiffres, mais ça c'était en 2014-2015. Et donc j'ai dit, ok, on va se mettre sur tous les réseaux sociaux. Je m'étais mis sur LinkedIn, je vais créer une page Facebook, j'avais créé un compte Twitter, j'avais créé une chaîne YouTube et aussi un compte Instagram. Et donc là, c'est l'idée. Faire un premier niveau d'implémentation au niveau des plateformes des réseaux sociaux. À savoir que LinkedIn, c'était juste pour être présent, mais je mettais pas grand-chose. Je trouvais pas ça très pertinent pour le business que je faisais à l'époque, qui était un salon de coiffure. Donc ouais, LinkedIn, vous entendez souvent parler de coiffure sur LinkedIn? Non, pas trop. Mais c'est quand même bien d'être présent, de dire qu'il y avait l'entreprise, que j'ai une entreprise. Ensuite, j'avais créé une page Facebook. À savoir qu'à l'époque, et je pense que c'est encore le cas, même si ça devient un peu has-been Facebook, ça a beaucoup réduit. Mais en 2015-2016, j'avais créé une page Facebook et Facebook proposait les outils les plus puissants en termes de marketing. C'est-à-dire que pour pas grand-chose, vous pouviez faire de la pub que vous créiez vous-même. Et si vous faisiez bien votre pub, vous pouviez payer cette pub que si un client avait réservé un de vos produits, par exemple. C'est-à-dire que vous payez au clic. Vous payez au clic spécifique que vous avez choisi sur votre site internet. Parce qu'au final, l'idée, c'est ça, c'est ce que je vous montre ici. Le but, c'est que tous ces réseaux sociaux pointent sur vos sites internet, qui parlent de vos sites internet, qui parlent de vos services, qui montrent des témoignages ou ce genre de choses, ou même que vous parliez d'articles qui sont liés à vos activités, même pas pour vendre votre produit, mais juste pour faire parler de vous et que ça intéresse les gens et que les gens commencent à vous suivre. Et donc, ce qui est hyper intéressant à cette époque-là avec Facebook, et c'est encore le cas, mais ça a beaucoup diminué, c'est-à-dire que maintenant, les pages Facebook, elles sont beaucoup moins visibles. Facebook les affiche beaucoup moins dans votre feed d'actualité. Il faut vraiment payer maintenant pour que vous passiez dans le feed d'actualité. Moi, j'ai un ratio en tête, c'est que pour 100 abonnés, il y en aura peut-être un qui verra votre annonce. Pour 100 abonnés. C'est du 1% maintenant. Donc si vous ne faites pas de pub, vous avez 1% de chance de tomber, que quelqu'un regarde votre post sur votre page Facebook ou votre vidéo, ce genre de choses. Et cette personne ne va pas forcément liker du premier coup, quoi. Donc il vous force à faire de la pub maintenant. Mais Facebook propose quand même des outils hyper puissants. En fonction de l'utilisateur, en fonction de ce qu'il aime, en fonction de s'il a vu votre site internet ou s'il a déjà commandé, vous pouvez proposer des pubs vraiment customisables à leur profil. Et ça, c'est énorme. Et comme je l'ai dit, c'est ça. Par exemple, si là, vous voyez le site internet, si vous avez créé un bouton qui dit, quand vous cliquez dessus, ça veut dire que le client, il paye parce qu'il est réservé. Vous pouvez dire à Facebook, moi, je paye que si le client clique sur ce bouton, pardon.
et ça vous fait des pubs hyper rentables. Il n'y a jamais eu mieux. Google proposait des pubs sur leur moteur de recherche, mais c'était 1 € le clic sur votre site internet. Et c'est pas dit que le gars, il va continuer à acheter quelque chose derrière. Non, c'était hyper puissant, et moi, j'ai vu ça marcher énormément. J'ai plus les ratios en tête, puis c'est pas le but. Et j'en parle peut-être un peu trop, là. Parce qu'il faut savoir que le cours de digital management, vu que je suis un peu dedans, j'ai pas forcément appris grand-chose. J'ai appris tout ce qui était omnichannel, et omnichannel, au final, c'est ça. C'est créer un channel de communication, soit pour des clients spécifiques, soit pour des entreprises, pour amener un flux de communication, pour générer des revenus et des ventes et des achats, ce genre de choses. Mais j'aime bien en parler. Twitter, hyper cher la pub, ça sert à rien, et j'ai toujours pas compris Twitter. J'avais autant sur mon premier business, LinkedIn, j'avais pas de followers pour ma page d'entreprise, c'est pas grave. Facebook, j'en avais pratiquement 4000. Twitter, j'en avais 20. Je comprenais pas. Et je pense que Twitter est beaucoup lié à l'actualité, et il faut que vous tweetez en fonction de ce qui se passe au moment présent. Et là, vous avez beaucoup plus de chance. Et encore que c'est pas gagné. Hein. Si vous regardez maintenant ma page Empathic Guy, mon compte Twitter, j'ai 60 followers. C'est hyper dur, je comprends pas comment ça marche. Désolé, je sais pas comment ça marche Twitter, j'ai un peu de mal. Facebook, je sais. Ça marche mieux, j'ai déjà 100 followers sur Facebook. Et YouTube, hyper intéressant pour vous mettre tous vos contenus vidéo. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous mettez vos contenus vidéo sur YouTube et vous les créez des liens pour qu'ils apparaissent après sur votre site internet. Et moi, c'est ce que j'avais fait. J'étais arrivé à 4000 followers avec une vidéo qui avait fait plus d'1,5 million de vues, ce qui est assez énorme, et ça a facilement boosté la notoriété de mon entreprise à ce moment-là. Donc YouTube, c'est important, et ce qui est bien, c'est qu'en plus, à cette époque-là, et je pense que c'est toujours actuel, il y avait une concurrence entre Facebook et YouTube. Vu que YouTube proposait la vidéo, que Facebook, à l'époque, il n'y avait pas trop de vidéos, c'était plus de l'image, de l'image, quoi. Donc ils favorisaient l'affichage de contenu vidéo sur leur feed, sur vos feeds d'actualité. Donc si vous mettez des contenus vidéo sur votre page Facebook, vous avez beaucoup plus de chances d'attirer les gens. Et c'est ce que je faisais. Donc du coup, je mettais des contenus vidéo sur YouTube et sur Facebook. Et Instagram, là, je mettais juste les réalisations qu'on avait fait. Je savais pas trop. J'ai eu 160 followers, je crois. Pas plus. Bon, ça, c'est mon expérience. Là, j'essaie de faire la même chose avec Empathic Guy, où je suis sur tous les réseaux à part LinkedIn. Et il faut savoir que LinkedIn, on dit c'est beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus parlant, mais il faut savoir que n'importe qui au final va finir sur Facebook, quoi qu'il en soit. Après qu'il ait fini de travailler ou avant, il ira sur Facebook. Alors, qui dit que les gens qui sont sur Facebook ira sur LinkedIn? Non. Et ça, je pense que c'est encore d'actualité. J'en reviens à mon sujet d'études de groupe, où voilà, proposition pour attirer les clients froids, c'est de passer par les réseaux sociaux, de se faire connaître, et c'est facile de se faire connaître pour pas cher, vraiment pas cher, comparé à de la pub télé ou de l'affichage de Word qui marche pas du tout, il faut mettre des millions, et il faut une prod de malade, pour les amener sur votre site internet. Alors le site internet, voilà, c'est une implémentation digitale, c'est à certains coûts, mais c'est correct, et puis vous pouvez le customiser comme vous voulez, et vous pouvez y mettre des fonctionnalités que vous voulez, si vous vraiment voulez faire votre propre site internet. Bien sûr, ça demandera des ressources externes, des experts en programmation, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose de sur mesure avec des fonctionnalités spécifiques aux besoins de vos clients, de vos partenaires, il est important. Moi, personnellement, dans le passé, je l'ai fait avec Wix. C'est un peu difficile à prendre en main, mais on fait des belles choses au final. J'ai plus de photos. J'aurais bien voulu montrer une photo. Si jamais vous êtes intéressé, je crois que je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Ce sera peut-être pas mal sur mon entreprise passée. Vous les faites venir sur votre site internet, où vous présentez votre entreprise, vos produits, toutes vos choses. Et là, ce qu'on avait décidé, c'est qu'une fois que vous voulez adhérer à notre plateforme de crowdfunding, j'ai envie de dire, où d'un côté, on a ceux qui proposent des projets, et d'un autre, on a les investisseurs, on avait mis en place une sorte de IA qui va présélectionner ceux qui sont éligibles à devenir des porteurs de projets et ceux qui sont éligibles à devenir des investisseurs, tout simplement, avec certains critères, avec des scorings, ce genre de choses. Et une fois qu'ils sont dans la plateforme,
Et bah là, on a des sortes de frameworks, des sortes de fonctionnalités qui sont propres à la plateforme, qui va leur permettre d'avoir des reporting, de pouvoir communiquer avec les investisseurs dans les deux sens, ou ce genre de choses. Toutes sortes de fonctionnalités qu'on peut retrouver sur des boards, tableaux de bord indicatifs de vos performances, de qui est venu voir votre profil ou pas, ce genre de choses. Et à la fin, la mise en place d'une blockchain pour sécuriser l'échange d'argent entre les investisseurs et les porteurs de projets. Donc ça, c'était notre proposition d'implémentation digitale pour cette entreprise de crowdfunding, tout simplement. Et je vous dirai pas ce que c'est, et je vous dirai pas où, puis on s'en va. Donc digital, ça me plaît bien. Le cours était intéressant. J'ai pas forcément appris grand-chose, j'étais pas forcément emballé, parce que je connaissais plus ou moins, mais j'avais pas la théorie, comme je l'ai toujours pas maintenant, où on parle d'un process bien clair en termes de digitalisation. Digitalisation, au final, c'est pas que l'aspect humain, mais il y a bien 3 parties. J'aimerais bien retrouver, mais je pense que je pourrais pas dans le temps imparti. On a bien 5 parties dans le process. Voilà, le framework, au final, de la digitalisation, il y a 5 parties. Tout d'abord, on parle de l'équipement. Dans tous les cas, la digitalisation, ça passe par un équipement. C'est lui qui va générer les données, ce genre de choses. Ensuite, on passe par une application software. C'est lui qui va traiter les informations et qui va générer les données à partir de l'équipement physique. Ensuite, on va passer par de la data tout court. Donc, du coup, le software va générer la data. Et après, on va passer du côté humain, où au final, on va mettre des process en place pour gérer ces données générées par le software qui vient du physique, de l'équipement. Et au dernier, il y a l'humain. S'il n'y a pas l'humain, c'est pas de la digitalisation. C'est pas de la digitalisation s'il n'y a pas l'humain à la fin. Si l'humain il n'est pas là, ça sert à rien. Si vous ne mettez pas les ressources en place pour gérer cette digitalisation, ça ne marchera pas. Les ressources nécessaires ou les équipes nécessaires pour faire ça, ça ne marchera pas. Si vous ne mettez pas les process, vous ne saurez pas quoi faire des données. Les données, ça ne serviront à rien du tout, parce que vous ne saurez pas quoi en faire. Et si vous n'avez pas les données, eh ben, le software, il ne sert à rien, et l'équipement aussi. Voilà. Donc le process, le framework, au final, de la digitalisation, elle se fait en 5 étapes. Équipement, software, données, process, people, personne. Voilà. Et là, ce que je vous ai montré juste avant, c'était l'exemple de la digitalisation d'une entreprise avec tous les moyens qui existent actuellement, comme j'ai dit, donc les réseaux sociaux, site internet, plateforme, site internet, intelligence artificielle, blockchain. Et il faut savoir que la blockchain, au final, c'est juste un process. Un blockchain, c'est un type de process d'échange de données, d'assurer que on sait qui a fait quoi. Et donc, il peut y avoir plusieurs types de blockchain avec différentes façons de faire. Comment dire, le Bitcoin, c'est géré par une blockchain, mais c'est pas forcément la même blockchain qu'une autre entreprise qui en a implémenté une chez elle. Voilà. Moi, j'étais bien content de mon graphe, il était très joli. Et puis voilà. Hein. Et après, il y avait quoi d'autre? Et ensuite, le dernier cours que j'ai eu, qu'on a eu cette semaine-là, c'était sur le Deciphering Power of and Politics. C'était un cours de leadership qui nous expliquait les objectifs, voilà c'est ici, comment passer du management au leadership, faire la transition plus en détail, introduire cet aspect de politique, on parle de intelligence politique, c'est hyper important, la conceptualisation de l'organisation dans laquelle on doit gérer ceci. Et on est passé à travers différents cas et méthodes, tout simplement. C'était un cours très intéressant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on avait déjà appris dans d'autres cours de leadership, c'est qu'en effet, il y a différents niveaux de management. Généralement, un manager, il devient manager via ses compétences techniques. C'est-à-dire qu'il est bon sur les chaînes de production, c'est ingénieur de chaîne de production par exemple. N'importe quelle chaîne de production, il est très bon, il connaît très bien le process, il sait très bien comment marche une machine, il est devenu un expert en machine, il est devenu un expert en production de ce type de produit. Il sait gérer un peu une équipe, il passe manager, il gère les équipes, il connaît toujours la technique, il sait de quoi on parle, il peut gérer les problèmes de ses équipes en étant manager. Sauf qu'à un moment donné, s'il veut monter au-dessus, eh ben, ce ne sera pas ses compétences techniques qui seront mises en avant. Ses compétences techniques ne l'aideront plus. S'il veut passer au-dessus, il sera bloqué juste avec ses compétences techniques. C'est clair et net et c'est la réalité. Moi, je ne comprenais pas ça encore il n'y a pas longtemps. Et ça a été assez révélateur. J'avais déjà compris lors du prochain cours,
du cours précédent. Et là, on est allé un peu plus loin dans ce sens-là. On a approfondi le thème. Ou en gros, je crois que je le dis, je sais plus si je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, mais il y a différents types de management. Il y a les managers de terre et les managers de ciel. Terre, ciel, et entre les deux, c'est des turbulences. C'est-à-dire que le manager de terre va être très technique, et le manager de ciel, il sera très politique. C'est-à-dire que le manager de ciel s'en fout complètement de ce qui se passe en bas. Lui, il va intervenir que s'il y trouve un intérêt pour lui et pour l'entreprise. Si il veut essayer d'aider le manager du bas à un problème et qu'au final ça va être néfaste, il n'ira jamais. Et donc du coup, beaucoup de managers, quand ils veulent évoluer, et qui sont ici, sont très bons techniques, quand ils veulent devenir des managers de ciel, ne savent pas comment s'y prendre. Il n'y a pas de règles, on n'apprend pas ça dans les cours, on apprend ça nulle part. Et certains y arrivent à se faufiler, à venir ciel, et on se demande comment. Et là, entre les deux, c'est une zone de non-droit, on pourrait dire ça, ou de non-règles. Il n'y a pas de règles spécifiques pour monter au ciel. Enfin, il n'y a pas de règles établies, il n'y a pas de règles clairement définies, mais il y a des méthodes pour y arriver. Et c'est ce qu'explique plus ou moins ce cours-là, comment il faut fonctionner pour essayer d'atteindre le ciel, manager ciel. Et moi, j'aimerais bien, j'avoue, y arriver, et je ne comprenais pas. Et en gros, tout est histoire de relationnel, de networking et d'influence. Et c'est pour ça qu'on parle de politique. En gros, vous serez choisi à devenir manager ciel sur vos soft skills et non sur vos technical skills. Donc, pas sur vos compétences techniques, mais sur vos compétences personnelles, j'ai envie de dire, personnelles. Sur votre enthousiasme, sur votre manière votre relationnel, votre manière de communiquer, oui, c'est ça, votre manière de communiquer, votre apparence aussi. Tout ceci va jouer dans la balance pour savoir si un jour ou non, les gens d'en haut vont décider que, bah oui, cette personne du bas, elle est pas mal. Elle montre une bonne image, elle est pragmatique, je pense qu'elle est apte à travailler avec nous au ciel. C'est un peu péjoratif quand je dis ça, mais c'est la réalité. Et parce que c'est quelque chose que je comprenais pas et je l'ai pu voir en vrai. Et moi, j'ai un gros problème au final avec la hiérarchie. Autant moi, N+1, il n'y a pas de souci. Autant chez mes clients, les N+2, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal dû à un passif. J'ai beaucoup de mal à créer du rationnel. Autant créer du rationnel sur le même niveau ou en dessous, il n'y a pas de souci, je sais très bien faire. Mais un relationnel avec les personnes du dessus, sachant qu'on n'est pas du même niveau, bah, je n'y arrive pas. Et clairement, dans ce cours, on nous apprend qu'au final, c'est ultra important de connaître les parties prenantes, on peut parler de ça, la relation qu'il y a entre les différentes personnes de l'organisation, que ce soit vos pairs, les gens qui sont au même niveau que vous, en dessous et au-dessus. Et en fonction de ça, en sachant quelle relation il y a entre vous et les autres, et entre les autres et les autres, entre eux, vous pouvez agir de manière intelligente, donc de manière politiquement intelligente, pour ramener les choses de votre côté et que ce soit bénéfice pour vous. C'est ça que ça vous explique. Donc on parle plus du tout de technique, on parle vraiment de relationnel et on parle de politique. C'est clairement l'idée de cette matière. Et c'était hyper intéressant. Et j'ai vu sur quoi je devais m'améliorer, clairement. Et je vais essayer de faire un max de ce côté-là. Et j'espère que je vous dirai si ça porte ses fruits ou pas. Mais je pense que oui. Je pense que je vais pas en dire plus. On a fait des études de cas, on n'a pris qu'une journée pour le faire. Mais ça restait très intéressant et on avait un professeur ultra calé. Quoi dire d'autre ? Je pense qu'il n'y a pas plus à dire. Donc, pour ma conclusion concernant les 4 matières qu'on a appris lors de cette semaine de Executive MBA, voici mon jugement, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment un jugement, mais voici plutôt mon ressenti et ce que j'en ai pensé de mon côté. Et je vous donnerai aussi quelques conseils, si vous êtes intéressé par ce genre de sujet par la suite, si vous envisagez de faire ce genre de choses. Donc si on commence par Entrepreneurial Mindset, c'est un cours que j'ai beaucoup apprécié au final, même si c'est pas l'objectif de ma carrière de remonter une entreprise, de créer une start-up complètement, sachant que j'ai déjà créé une entreprise dans le passé et j'ai dépensé beaucoup d'énergie et c'était vraiment pas mon optique actuelle
de repenser à ce genre de choses, sachant tout ce que ça m'a coûté entre guillemets, malgré le fait que j'ai appris beaucoup de choses en créant une entreprise. Donc il y avait pas mal de choses que je connaissais déjà, mais c'était très intéressant parce que les profs avaient une belle pédagogie et ça amenait aussi une autre manière de penser, à savoir que une entreprise, elle n'est pas forcément liée à vous jusqu'à la fin. Il faut savoir s'en détacher et surtout quand on crée une start-up, c'est savoir déjà penser à comment se retirer par la suite. Une fois qu'on l'a créée, une fois qu'on a demandé d'investissement, une fois qu'elle commence à tourner, même si elle n'est pas rentable, savoir comment se retirer et gagner de l'argent lors de la vente par exemple. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant ce cours-là, surtout qu'on a pris pas mal de petites anecdotes sur des startups qui ont percé, que ce soit en France ou à l'international, quand je parlais de WhatsApp, quand je parlais de Price Minister ou de Litchi, les cagnottes intercommunautaires ou ce genre de choses. Et donc si j'ai un conseil à donner sur la création d'une entreprise, comme je l'ai dit lors de la présentation du cours, en effet, quand on veut monter une startup, il ne faut pas la monter toute seule, il faut avoir une bonne équipe et il faut savoir la vendre. Si vous savez faire un bon speech, vous êtes pratiquement sûr, de toute façon on parle toujours de business qui est plus ou moins valable ou rentable, mais si vous avez un bon speech et que vous avez une équipe solide, vous avez de fortes chances de recevoir, d'avoir de l'aide financière pour pouvoir la développer. Surtout en sachant de quoi vous parlez. Donc ça c'est le conseil que je donnerais pour ce cours précis. Et moi de ce que j'en ai pensé. Ensuite, Future of Work, comme j'ai dit, non, j'ai vraiment pas apprécié ce cours-là. Alors en plus, j'avais déjà vécu ce genre d'expérience lors de mes anciennes expériences d'entreprise, où pour moi ça semblait évident lorsqu'une entreprise doit s'adapter, doit changer son business model, doit se transformer. En effet, ça implique d'apporter de nouveaux postes, de définir les différents skills nécessaires pour mettre en place cette organisation. Donc, définir les rôles, définir les skills, et donc du coup après définir si on les a dans leur entreprise ou s'il faut les chercher dehors, et dans ce cas-là on fait appel au talent, à la RH, au talent acquisition, à la RH pour trouver les bons profils, donc ils doivent être inclus dans la discussion pour être au mieux au courant de ce que le business, de ce que l'entreprise a besoin en termes de ressources. Ce qui semblait hyper logique pour moi. C'est pas vraiment de conseil, pour moi en effet le conseil que je dirais, oui, pour toute réorganisation, tout changement, inclure les ressources humaines, il faut les former justement aux nouveaux besoins qu'on a, c'est très important. Et dans le cours en lui-même, non, comme je l'ai dit, faire des cours de gestion de projet, de méthodologie Scrum dans un cours de RH où on apprend à être agile mais d'avoir un mindset ouvert, je suis désolé, ça marchait pas pour moi, sachant que comme j'ai déjà dit, la méthodologie Scrum pour qu'elle marche, il faut l'appliquer de A à Z, et ce qui implique beaucoup de final de meeting, quelque chose de très séquencé, au final de très rigide. Pas sur le produit qu'on développe, mais sur la manière dont on le fait. Et au final, ce qu'on a voulu parler dans ce cours-là, c'était de la manière dont comment on travaille, de manière plus ou moins libre. Ça n'a pas été le cas, la manière dont est noté ce cours n'était pas du tout de manière libre, c'est-à-dire il y avait un appât du gars derrière, il fallait pouvoir participer pour avoir une bonne note. Et c'était noté là-dessus, sur la participation, une partie. Donc ça n'a rien à voir avec ce que disait le prof, à savoir que les employés travaillent mieux dans de meilleures conditions si c'est pas forcément lié à un gain spécifique. Comme l'argent, ça marche à court terme, mais à long terme, ça ne marche pas. Ce qui marche à long terme, c'est que de découvrir des talents qui aiment ce qu'ils font dans l'entreprise dans laquelle ils vont être engagés. Et ça sera beaucoup plus rentable pour tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai pas aimé que quelqu'un du RH fasse du training de méthodologie en gestion de projet, alors que c'est pas son domaine. Non, ça va pas marcher. On a même parlé d'holacratie, et l'holacratie, il y a un exemple qui marche bien dans le monde, et tout le reste, à chaque fois, ça s'est cassé la gueule. Donc, Future of Work, non. J'ai pas aimé. Digital Management. Alors, Digital Management, j'ai eu l'occasion d'en faire lors de la création de mon entreprise pour pouvoir booster mon chiffre d'affaires, booster mon activité. C'était primordial, donc je connaissais déjà, et dans mon métier actuel, on parle d'automatisation, de IT, donc de digitalisation, c'est quelque chose que je connaissais. Donc le cours en lui-même était intéressant, mais sans plus, moi j'ai appris certaines choses de manière plus large, de manière culturelle, avec quelques petits trucs en plus, mais sans plus, et c'est vrai que j'étais pas forcément à fond, du coup, du fait que je connaissais déjà le sujet. Mais le conseil que je donnerais, en effet, c'est que la digitalisation est ultra puissante, et il faut absolument en faire actuellement si on veut avoir
une activité d'entreprise pérenne, avoir un business périn. Ouais, périn, ouais, c'est ça, périn. Donc, si vous créez un business, en effet, il faut que vous soyez sur toutes les plateformes sociales, que vous ayez créé vos sites internet et que vous proposiez des fonctionnalités ultra intéressantes et faciles à utiliser pour vos futurs clients ou utilisateurs tout simplement. Voilà, comme je l'ai dit, en digitalisation, on parle de social network qui font des omnichannel ou des multiple channels, site internet de base. Après, vous pouvez appliquer des processus bien spécifiques comme l'intelligence artificielle pour définir à votre place la bonne stratégie à mettre en place ou vous donner des critères bien spécifiques sur vos clients, potentiels clients. Et il y a aussi cette histoire de blockchain en effet, qui au final n'est qu'un process de comment on traite l'information et comment on la sécurise. Ça pas forcément quelque chose de compliqué au final, le blockchain. Et bien sûr le big data, collecter un maximum d'informations pour avoir une grosse base de données qui pourra vous être utile et qui pourra même avoir de la valeur, hein, parce qu'au final WhatsApp c'est comme ça qu'il s'est vendu, hein, le fait qu'ils avaient beaucoup de données intéressantes pour du commerce. En effet. Et ça se comprend. Et le dernier des 4 cours qui était donc Deciphering Power and Politics, donc comprendre le pouvoir et la politique qu'il y a derrière lorsqu'on veut gravir les échelons dans la hiérarchie de l'entreprise et atteindre le niveau ciel en termes de management. Ça, c'est vraiment un cours que j'ai beaucoup apprécié parce qu'en effet, là, j'ai vu que j'avais des lacunes et j'ai vu qu'il y avait des choses. J'ai appris des choses au final et j'ai vu sur quoi je devais m'améliorer, vu que c'est un sujet qui me passionne beaucoup, tout ce qui est leadership. Vu que je suis expert en gestion de progrès, en gestion de projet, en gestion de programme ou de portefeuille, le leadership est ultra important pour motiver toutes les personnes, toutes les parties prenantes. Et donc là, on a abordé un terme bien spécifique, c'est de savoir quelles sont les règles plus ou moins établies, non dites, lorsqu'on se trouve dans la zone de turbulence entre terre et ciel, et pour pouvoir continuer à gravir les échelons et à savoir à quelle embûche on peut être amené. Donc moi, je sais que j'ai des lacunes pour discuter, pour faire du network, pour faire mon réseau, de créer des relations avec mes clients qui sont d'un niveau N+2, N+3. Je sais que j'ai des lacunes là-dessus, et ce qui était très bien, c'est que en les communiquant ces lacunes, j'ai réussi à avoir beaucoup de conseils de mes pairs lors de ce cours-là, qui font la même formation que moi, à savoir trouver des moments opportuns pour discuter avec ces personnes-là, que ce soit pour le travail, que ce soit juste parce que vous les croisez, et essayer de trouver un sujet commun, juste pour créer une relation, discuter normalement, sans forcément paraître comme un carriériste qui va absolument grimper ou qui lèche les bottes, hein, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui me fait défaut, parce que j'ai toujours eu cette image, et en gros il faut se l'enlever, et il faut accepter que c'est des personnes comme tout le monde. Je dis ça, mais c'est aussi dur pour moi, et j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc ce que je dirais comme conseil à vous donner sur ce type de sujet, en effet, si vous êtes bon techniquement, si vous voulez continuer à grimper, c'est pas là-dessus que ça va jouer. Ça va jouer sur votre paraître, votre façon de communiquer, votre relation que vous avez avec les différentes personnes. Il est ultra important de connaître les différentes relations qu'il y a entre vous et vos pairs, entre vous et en dessous, et vous et au-dessus, pour vous donner la meilleure opportunité de satisfaire tout le monde, et qu'au final, ça vous soit bénéfique à vous, tout simplement. J'en dirai pas plus, peut-être je ferai une vidéo sur ce sujet-là, parce qu'il me tient beaucoup à cœur. Mais voilà, c'est mon conseil que je vous donnerai là-dessus. Ce sont des personnes comme vous, et n'importe quel sujet au final peut les intéresser. Parce que si je regarde bien, moi dans ma promo, beaucoup ont des niveaux de CIO ou directeur, et vu qu'on a un point en commun qui sont ces cours d'exécutive MBA, il n'y a aucune barrière et on parle de tout et de rien, et on se trouve chacun des intérêts à discuter avec les autres et en apprendre chacun. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc pour conclure, donc sur ces 4 cours, si je devais donner un ordre de priorité sur ceux que j'ai le plus préférés, donc c'est clair, c'est Deciphering Power and Politics, donc tout ce qui est leadership, pour moi c'est numéro 1. Ensuite c'est Entrepreneurial Mindset, parce qu'on apprend pas mal de choses de manière culturelle, et on connaît les mécanismes, et au final, même si vous voulez pas monter l'entreprise, vous pouvez faire partie d'un board, d'un comité qui va conseiller les startups sur les choix à faire, sur les décisions à prendre, ou même sur les investissements. Donc c'est ultra intéressant, on apprend pas mal de choses comme ça, de cette manière, sur différents sujets d'activité de startup par exemple. Et donc ensuite ce sera Digital Management, et vous avez compris, en dernier ce sera Future of Work, le quatrième, parce que j'ai pas aimé.
Donc voilà, ce sera tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ce qui ne va pas, et si vous voulez en faire des sujets plus approfondis pour que je fasse d'autres vidéos. Et ce sera tout. Je vous apprécie. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt, à bientôt.